Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez du chauffage. Comme vous pouvez le constater, je n'en ai pas. Aujourd'hui, on va continuer la présentation qu'on avait démarrée il y a 2 semaines sur la préparation des données. Hop là. Euh, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était toute l'introduction à la préparation de données, la fuite de données. Et on avait ensuite présenté la première grande famille de préparation, tout ce qui est nettoyage. Donc nettoyage basique, en regardant la variance et les données dupliquées, en gérant les données aberrantes et en gérant les données manquantes. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la deuxième partie. C'est la sélection de features. Donc un gros chantier qui nous attend. Et donc, on y va. Donc sélection de features, partie numéro 3. Alors qu'est-ce que c'est la sélection de features? Le but, c'est de réduire le nombre de features pour faire en sorte de laisser uniquement les plus utiles, puisque avoir un grand nombre de features, ça peut ralentir l'entraînement, voire ça peut effectivement ajouter du bruit inutile au modèle. Donc il y a différentes approches. Il va y avoir les approches supervisées, c'est-à-dire en relation directe avec la target, et les approches non supervisées. Dans les approches supervisées, on va aborder différentes familles, des méthodes intrinsèques, les méthodes par filtre et les méthodes par wrapper. On verra ça tout au long de cette heure. Enfin, petit point, la sélection de features, c'est différent de la réduction de dimension. Parce qu'en feature sélection, on va supprimer ou ajouter des features parmi l'ensemble de features qu'on a. Alors qu'en réduction de dimension, on va projeter les features dans un nouvel espace. Donc il y a une subtilité et c'est pas la même chose, puisqu'en réduction de dimension, on soit dans la projection, on garde des informations de toutes les features et on crée des nouvelles features. Donc la première approche qu'on abordera, c'est toutes les méthodes statistiques qui vont permettre en fait d'étudier une feature avec la target et de voir comment ça évolue. Donc on a différentes méthodes en fonction de la nature des données. Donc au niveau de l'input, si on a typiquement des données numériques en input et en output des données numériques, on va du coup s'intéresser à la corrélation de Pearson, donc c'est le cas le plus simple qu'on verra. On verra ensuite dans le cas des données catégorielles, quand on a soit l'input, soit l'output qui est catégoriel et que l'autre est numérique, on verra qu'on utilisera le test, le F-test, donc le ANOVA. Et enfin, on abordera aussi le cas où tout est catégoriel, donc le key 2, le key squared, test du key 2. Et également, pour chacun des cas, on abordera l'information mutuelle qui n'est pas seulement utilisable dans le cas de données catégorielles, mais qui est utilisable à n'importe quel moment. On a aussi d'autres méthodes donc, qui sont agnostiques au type de données. On a typiquement les méthodes on dit systématiques, donc la sélection séquentielle de features, la SFS qu'on abordera, et la RFE, donc l'élimination récursive de features. Et enfin, on a une grande famille qui se base sur la feature importance. Donc c'est quelque chose qui va être intrinsèque en fait au modèle. Donc ça va être soit des coefficients de modèle, soit dans tout ce qui est arbre, enfin tout ce qui est modèle à base d'arbre, on retrouvera cette notion-là. Et on pourra calculer ces features importantes également avec un test de permutation qui, pour le coup, est agnostique au modèle. Alors, je reprends. Donc, on va s'intéresser dans un premier temps aux données catégorielles. Donc, je le précise, mais il faut bien évidemment, préalablement à ça, avoir encodé ces données. Donc, soit avec un ordinal encoder, soit avec un one-hot encoder. Et également encoder le label. Donc, avec un label encoder. Donc, premier test, c'est le key 2, le key squared, qu'on va voir, et la sélection, enfin le test d'information mutuelle. Donc, le key 2, aussi appelé
le Key2 de Pearson, ça va mesurer en fait l'indépendance entre deux variables catégorielles. Dans scikit-learn, c'est très simple. On va en fait utiliser dans le module Feature Selection la classe SelectKBest qu'on retrouvera tout au long en fait, de cette présentation. Ça va nous permettre en fait de sélectionner en fonction d'un test statistique les cas meilleurs features. Donc là, on lui dit que l'outil statistique qu'on va utiliser, c'est le Key2. Et K, ça a le nombre de variables qu'on veut garder. Donc là, on veut toutes les garder. Donc bon, ça n'a pas forcément de sens, si ce n'est que en fait, si on fait ça, c'est qu'on va pouvoir ensuite afficher les différents scores de Key2 des features. Donc SelectKBest, ça va s'utiliser comme beaucoup d'outils dans scikit-learn, un point fit, un point transform. Et donc ensuite, quand on affiche les différents scores des features, on obtient ça. Donc on voit très clairement que la feature numéro 3 elle est beaucoup plus importante que les autres. Et ensuite, que la 4 et la 5 aussi ont l'air assez importantes. 4, 5, voire la 8. L'information mutuelle, donc ça vient du domaine de la théorie de l'information. Et en fait, ça va mesurer l'incertitude d'une variable par rapport à une autre. Donc on utilise la même approche que tout à l'heure, sauf que dans SelectKBest, on ne va pas mettre Key2, on va mettre mutual info classif et point fit, point transform. On obtient donc ce graphique-là. Donc on voit que la feature 3 qui était très importante, elle est toujours très importante. La 5 aussi, pardon. Par contre, la 8, pas du tout. Là, c'est plutôt la 6 qui est vraiment très importante. Donc, chacun des outils, en fait, va mesurer, va faire des tests différents. Donc, c'est pour ça qu'on a des résultats différents. Ce qui peut être intéressant de voir, c'est qu'en tout cas, c'est que si une feature n'a été jugée importante par aucun des deux tests, c'est qu'elle a de fortes chances qu'elle n'apporte rien au modèle. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester ces méthodes-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un modèle de référence, on va prendre la régression logistique. Donc, c'est souvent un bon modèle puisque elle va être bien meilleure quand des features non pertinentes seront enlevées. Et avec ça, sur un jeu de données de test, on obtient une accuracy de 75,79. On va faire donc le Key2 avec K égale 4. Donc là, de base, on avait 8 features, je crois. Donc là, on va chercher les 4 meilleures features et on obtient 74,74. Donc c'est légèrement moins bien, mais on a quand même réduit par 2 le nombre de colonnes qu'on avait. Si on utilise l'information mutuelle, cette fois-ci, on va avoir un meilleur score alors qu'on a moins de features. On obtient cette fois-ci 76,84. Donc c'est super intéressant parce que ça prouve que dans les 8 features qu'on avait, on a réussi à enlever les features qui achetaient du bruit au modèle. Donc si on résume rapidement les scores, on est parti de 75,79 avec 10 features, autant pour moi. Et avec le Key2, on n'a pas réussi à avoir un score équivalent. Par contre, avec l'information mutuelle, on a réussi à dépasser ce score avec moins de features. Donc c'est super intéressant et dans ce cas-là, clairement, le Mutual Information sera beaucoup plus pertinent. Ça, c'est dans le cas où tout était catégoriel. Voici la démarche. Maintenant, on va s'intéresser aux features numériques. Features numériques, feature numérique et target catégoriel, ou l'inverse, peu importe en tout cas. Pour ça, on va avoir deux approches, donc le ANOVA F-test et l'information mutuelle. Donc l'information mutuelle sera exactement la même approche. Le ANOVA F-test, on va voir que c'est autre chose. Donc ce test-là, c'est l'analyse de la variance. ANOVA, ça veut dire Analyse of Variance. Et en fait, ça va déterminer comment ça varie, comment varie le groupe de données, comment un groupe d'échantillons, comment sa distribution varie par rapport à la variable continue. Donc on l'appelle aussi F statistique ou F test. Et c'est dans le cas où, donc, comme je disais, une variable est numérique et l'autre variable est catégorielle. Ça peut être utilisé pour la sélection de features quand les features justement sont indépendantes de la target. Enfin, en tout cas, les features vont être enlevées. Je ne sais pas si la phrase veut dire quelque chose. Comment ça fonctionne? Toujours select KBest. Cette fois-ci, on utilise F classif. Et on fait toujours notre fit
notre point transform. Et on obtient du coup ces données-là. On voit maintenant que sur ces données, donc c'est la feature 1. Donc là, c'est un nouveau jeu de données. La feature 1 a l'air très très importante. Et ensuite, c'est la feature 5 et la feature 7. Donc ça, c'est avec le test d'ANOVA. L'information mutuelle, donc c'est exactement la même chose. Mutual info classif, select KBest, ça ne change pas. Point fit, point transform. Là encore, on garde toutes les features avec k égale all. Alors ici, on a bien la première feature qui est extrêmement importante. La cinquième aussi, je crois qu'elle était déjà. Voilà. Et la septième aussi. Donc on a des scores équivalents. Là, la feature 0 a l'air aussi, relativement importante. On va voir ça avec le score. Donc, pareil, régression logistique. On a une baseline à 77,56 et on va voir comment il se comporte ce modèle avec les différentes sélections. Avec le test d'ANOVA, ce qu'on obtient en gardant que 4 features, on a 78,74. Donc c'est mieux. Donc on a moins de features et on fait mieux. Ce qui prouve qu'on avait des features qui n'étaient que du bruit. Et avec l'information mutuelle, on a 77,56. Donc c'est pas mieux. Mais on a réussi quand même à avoir moins de features. Donc potentiellement, le modèle s'entraînera plus rapidement dans ce cas-là. Ce sera le seul gain qu'on aura. Voilà un résumé. Quand on ne fait aucune sélection de features, on a un certain score qu'on arrive à dépasser en prenant que 4 features du test ANOVA et en prenant 4 features les 4 meilleures features selon le test de l'information mutuelle, on n'arrive pas à performer le score. Donc là, on a choisi 4, mais qu'est-ce qui nous dit que c'est uniquement ce nombre-là qui est pertinent? Et bien, pour ça, on va tout simplement tester. On va faire une grid search avec une cross-validation. Donc, rien de très nouveau ici, hein. On définit notre régression logistique. On définit notre select KBest. On met tout ça dans un pipeline. Donc, feature sélection et ensuite le modèle. Et ensuite, on donne ça à cross-validation avec le grid search. On lui donne bien le scoring par défaut. Et on run tout ça, on fait point fit. Et là, le résultat, c'est que on arrive à avoir la meilleure moyenne qu'on arrive à avoir, c'est 0,77 avec un nombre de features égal à 7. Donc on pourrait s'arrêter là, mais en fait, si on trace le détail justement des différents résultats, on va arriver à ces boîtes à moustaches. Et donc ça va être assez intéressant, puisque en fait, on se rend compte que finalement, avec k égale 5, on obtient le même résultat qu'avec k égale 7. En plus, on a un écart type légèrement inférieur, mais du coup, on privilégiera évidemment le moins de features possible. Donc là, en fait, certes, avec cette feature, on arrive au maximum, mais en fait, avec 5 aussi. Donc dans ce cas-là, on privilégiera 5. En tout cas, moi, personnellement. Maintenant, dans le cas où la sortie est numérique. Là, du coup, on est dans le meilleur cas, puisque la sortie est numérique, l'input est numérique. Donc, on va calculer la force de la relation entre chacune des variables, voir comment elle se comporte. Donc, ça s'appelle la corrélation. On pourra également aussi voir l'information mutuelle. Donc, pour la corrélation, donc ça va mesurer comment les deux variables évoluent. Donc, si l'une augmente, comment évolue l'autre. La plus commune, c'est la corrélation de Pearson. Ça suppose une distribution gaussienne des données. Et la formule, donc, c'est la suivante, hein, c'est la valeur d'une variable moins sa moyenne multipliée par la valeur de l'autre moins son autre moyenne, divisé par la racine carrée des moindres carrés. Et ensuite, on obtient du coup une relation entre moins 1 et 1. Donc 1, il y a une très forte corrélation, il y a une corrélation positive, moins 1, une corrélation négative, 0, il n'y a pas de relation. Donc comme on le voit sur les graphiques en dessous, donc à 0, il n'y a aucune corrélation. Quand une variable évolue, l'autre évolue de manière plus ou moins aléatoire. Quand on est à 1, quand une évolue, l'autre évolue dans le même sens. Donc on peut tracer une belle ligne droite.
Ensuite, quand on tend vers 0, donc on voit que petit à petit, entre guillemets, les points s'écartent de cette droite, il y a plus de variance. Et à l'inverse, quand on a une corrélation négative moins 1, donc cette fois-ci la courbe, elle va pas vers le haut, elle va vers le bas, mais c'est le même principe que tout à l'heure. Donc pour faire ça dans scikit-learn, on prend toujours select k-best, et cette fois-ci on prend f regression pour la fonction de score. Et donc là, on a 100 features, et on obtient ce graphique, et on voit clairement que sur les 100 features, finalement, il y en a seulement une dizaine qui est très pertinente. Donc c'est clairement la 40, la 39, la 60, 90 et quelques, etc. Pour l'information mutuelle, pardon, c'est la même chose, sauf qu'on va simplement changer ici, on va pas être classif, on va mettre la régression. Et là, au niveau des scores, donc on a des résultats, on a beaucoup plus de features qui semblent importantes. Néanmoins, donc on retrouve la 40, la 60, la 90, mais on en a d'autres qui ont l'air de sortir du lot avec ce test-là. On va prendre un modèle de base, de référence, on va calculer sa MAE et on va faire la même chose après avoir fait la sélection de features sur les autres tests. Donc de base, on a 8,6%. Non, on a une MAE égale à 0,086. Ce qu'on fait, c'est du coup, on fait le test de corrélation de Pearson en conservant que 10 features. Donc là, on se dit qu'on veut garder que les features qui sont les plus pertinentes. On a une MAE beaucoup plus importante de 74. Donc là, on se dit, au lieu de garder un nombre minimal de features, on va à l'inverse supprimer les features qui ajoutent du bruit. Donc on va pas faire k égale 10, on va faire k égale 88, donc on va faire l'inverse. L'idée c'est de supprimer du coup les 12 features les moins importantes. Et là on remarque qu'on a du coup une MAE qui est plus basse que tout à l'heure, donc 0,085. Donc on a bien supprimé des features qui n'apportaient rien, au contraire qui venaient pénaliser le modèle. On fait pareil pour l'information mutuelle, avec k égale 88. Et là on a une MAE qui est encore plus faible, à 0,084. On va dans la bonne direction. Donc pour résumer, on a ça. Donc la méthode de sélection de features, le nombre de features et la MAE correspondante. Et donc on voit bien que on va plus partir de la fin avec un grand nombre de features que faire l'inverse dans notre cas. Même question, comment on sait, quand on connaît la bonne valeur de feature à conserver? Eh ben on ne le sait pas, on le teste, toujours avec une grid search. Donc là, on définit notre régression linéaire. On appelle notre méthode selectKbest. On met tout ça dans une pipeline et on va tester pour différentes valeurs. On obtient ça. Donc là, on a testé donc 81 features à 100 features. Et on remarque, donc le but c'est d'avoir la MAE la plus faible. Et donc la plus faible, donc c'est vers le haut parce que c'est en négatif. Alors non, ça se voit pas, mais du coup c'est en négatif. Et du coup on va privilégier 85 typiquement, ça a l'air pas mal. 85 a l'air plus faible, plus proche de 0. Ouais, moi c'est ça à peu près. Voire 81. Voilà. On va voir une autre famille, une autre méthode, une famille de sélection de features, pardon, basée à base des feature importance. Donc l'idée, c'est d'assigner justement un score d'importance aux features pour pouvoir les sélectionner. Donc ça permet de les sélectionner, mais ça ne permet pas que ça. Ça permet aussi de mieux comprendre les données, c'est-à-dire de voir finalement de quelle manière, de quelle intensité une feature va peser dans le choix du modèle, et aussi pourquoi pas mieux comprendre les données. Idéalement, ça peut être interprété par un expert qui ensuite va potentiellement nous donner des idées sur d'autres données à aller récupérer ou sur un traitement particulier. Il y a trois types de
techniques, celles qui vont se baser sur les coefficients, celles qui vont se baser sur les arbres de décision et celles qui vont se baser sur le test de permutation. Donc, première approche, les coefficients. Donc ça va être tous les algorithmes linéaires, donc régression, logistique, lasso, ElasticNet, etc. Donc c'est tout simplement les coefficients qui sont utilisés, puisque plus un coefficient va être élevé, plus la feature associée va avoir de l'importance, parce qu'une variation, une petite variation de ce coefficient plus élevé aura plus d'impact sur la target, puisqu'on une régression linéaire. Bien évidemment, ça suppose que les données sont à la même échelle, parce que sinon, ce n'est pas les poids qui vont avoir de l'importance, c'est l'échelle des données. Donc, bien penser à mettre toutes les features à la même échelle avant de regarder les coefficients. Et pour accéder aux coefficients, c'est simple. Après l'entraînement, on fait modèle.coef et on obtiendra les coefficients. Donc là, sur un exemple, on a 10 features et on voit qu'il y a 3 features, voire 4 qui sortent du lot. La feature 4, la 5, très clairement, suivie un peu plus loin par la 6. Maintenant, parlons des feature importance pour les arbres. Donc en fait, à chaque fois finalement qu'on va créer un split, on va se baser sur une feature. Et en fait, c'est ça qui va faire la base des feature importance. Plus une feature va apparaître haut dans l'arbre de décision, plus elle sera importante pour discriminer les données. C'est comme ça que on va calculer les feature importance. Et donc ça vaut pour tous les modèles à base d'arbres. Pour récupérer ces feature importance, rien de plus simple. Après l'entraînement, on fait point feature importances et on va avoir nos différents scores. Donc là, pour cet exemple, on a 2 features qui sortent du lot, toujours la 4 et la 5. C'est raccord avec ce qu'on avait vu précédemment. Et également la 6, ce qu'on avait également vu précédemment. Et les autres sont loin derrière. Dernière méthode des feature importance, la permutation. Donc en fait, c'est un test qu'on peut faire sur n'importe quel modèle. Il n'y a pas besoin que le modèle supporte soit des coefficients, soit les features importantes comme les arbres. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va calculer des scores relatifs. L'idée, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va calculer un score de référence avec les features normales. Et ensuite, on va venir brouiller une colonne en particulier. Donc on va venir modifier, on va ajouter du bruit, on va corrompre une colonne. Voilà, c'est le terme que je cherchais. On va corrompre une colonne et on va regarder comment le score évolue lorsque cette colonne est corrompue. Si le score s'améliore, donc ça veut dire qu'on a un meilleur score avec une colonne corrompue, c'est-à-dire que la colonne elle n'est pas pertinente. Et à l'inverse, si on a un moins bon score, ça veut dire que la corruption a dégradé le modèle, donc que la feature a porté du sens. Donc c'est les grandes étapes du fonctionnement. Et donc j'ai mis la formule en bas, donc c'est le score de référence moins 1 sur k sur la somme des différents scores des différentes colonnes qu'on a corrompues. Pour l'implémenter, il faut aller récupérer permutation importance. On lui donne le modèle, le x, le y, l'élément qu'on va venir scorer. Donc là, il faut qu'on veut, donc comme c'est de l'importance, plus c'est élevé, mieux c'est. Alors que donc la MSE, comme il faut que ce soit le moins élevé possible, on prend l'opposé, comme ça. L'opposé de la MSE va nous donner un score, et pas une erreur. Ce qui fait qu'on obtient ça dans l'exemple. Donc là, on retrouve effectivement nos features 4 et 5 qui sortent du lot, suivies toujours par la 6, et ensuite les autres. Donc on a vu que les 3 méthodes apportent des résultats extrêmement similaires. Donc on va les comparer maintenant. Donc on prend nos modèles, on sélectionne un score de base, on a 84,55 et on va sélectionner les features. Donc pour les sélectionner, on peut directement appeler la classe select from model. Et donc par défaut, il va aller regarder soit le feature importances, soit le coef en fonction des modèles. On peut également lui rajouter un seuil.
un seuil pour lui dire de conserver que certaines features importantes en fonction de la valeur du seuil. Et on peut également lui donner l'attribut max features pour lui donner un nombre maximum de features à conserver. Donc il est paramétrable à souhait. Quand on utilise ça sur un random forest, donc là on lui dit tu sélectionnes à partir d'un modèle le random forest 5 features maximum. Tu fit, tu transformes, et ensuite on va avoir notre donnée. Donc là on a un score de 84,55, c'est-à-dire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc on a 2 fois moins de features pour le même score. Tiens, je pensais que j'avais fait pour d'autres. Mais bon, après, finalement la démarche est exactement la même chose. Donc là, on a réussi à diviser par 2 le nombre de features en conservant le même score. Maintenant, nous allons parler de la RFE. Donc c'est l'élimination récursive de features, Recursive Feature Elimination. Donc c'est une méthode de type wrapper. Donc encore une fois, elle est agnostique au modèle, comme le test de permutation. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va sélectionner les features de manière récursive. Donc on va d'abord entraîner le modèle sur toutes les features. On va mesurer les feature importance de chacune des features et on va éliminer celle qui est le moins importante. Du coup, on a K-1, on a M-1 plutôt, M-1 features dans cette seconde étape. On va entraîner un modèle et pareil, on va éliminer la feature qui a le moins d'importance. Ça nous donnera M-2, etc. Et on fait ça de manière récursive jusqu'à avoir le nombre de features souhaitées. Pour l'implémenter, il faut simplement aller récupérer dans le module Model Selection RFE. On lui donne notre estimateur, on lui donne le nombre de features qu'on veut sélectionner et on met tout ça dans un pipeline pour récupérer l'accuracy. Donc là, on a l'accuracy de 0,88.6. Pour venir tuner un petit peu le nombre de features à sélectionner, donc on peut faire une K search. Et là, on voit donc du coup l'accuracy en fonction du nombre de features. Et on voit clairement qu'avec K égale 6, on a le meilleur score, suivi de très près par K égale 7, K égale 5, etc. Donc là, très clairement, on prendrait K égale 6. Donc ça fait moins de features. Bon, à partir des 10 features de base, ça en fait quand même beaucoup moins pour un score maximal. On peut également sélectionner automatiquement en fait, le nombre de features en utilisant de la cross-validation sur ça. Pour ça, il y a un objet spécial dans scikit-learn, RFECV. Donc on lui donne l'estimateur, on lui donne le modèle et automatiquement il va trouver le nombre optimal de features. Donc là il trouve 88,6 et derrière il va nous... Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas exactement la même chose. Mais derrière du coup il va automatiquement nous calculer tout ça. Ce qu'on peut faire avec le RFE, c'est bien évidemment accéder au support et au rang. Donc le support, c'est les features en fait, qui nous restent à la fin, et le rang, c'est la position des features. Donc là, on a lancé une RFE sur un arbre de décision avec 5 features à sélectionner. Donc quand on lui demande d'afficher le support, il va nous afficher true pour toutes les features qui ont été sélectionnées, false pour les autres, et pour le rang, toutes les features de rang 1 seront les features sélectionnées, et ensuite les autres, ce sera les features qui ont été éliminées. Et en plus, il va nous donner du coup l'ordre pour qu'on puisse savoir laquelle a été éliminée en premier. Donc là, on voit que la feature numéro 5 a été éliminée en premier, et qu'il nous reste la feature 2, 3, 4, 6 et 8. Donc avec la RFE, ce qu'on peut faire, c'est explorer différents algorithmes. Donc là, on va tester une flopée d'algorithmes. Donc bien évidemment, il faut que tous ces algorithmes soient à base d'importance pour qu'on puisse les comparer entre eux. Donc là, on a une régression logistique, on a un perceptron, un arbre de décision, une random forest et un gradient boosting classifier. On fait une cross-validation sur tout ça
sur chacun des modèles et on obtient ça. Donc on voit que qu'à chaque fois on sélectionne que 5 features. Et donc on obtient ce diagramme de boîte à moustache suivant. On voit que la régression linéaire s'en sort le mieux avec 0,89,3 de précision, suivi par le gradient boosting. Là, on a pu comparer rapidement les différents modèles. Parlons maintenant SFS, Sequential Feature Selection. Donc l'idée, c'est de manière itérative, on va tester des combinaisons de features. Et donc, l'algorithme de base, c'est on part de 0 feature, on entraîne le modèle avec la première feature, on regarde le score, on entraîne le modèle avec la seconde feature, on regarde le score, etc. On fait ça pour toutes les features. Et la feature qui maximise le score, on la garde. Et ensuite, on recommence. On rajoute la première feature. Enfin, du coup, on a la feature, on va dire, J. Et on va ajouter la première, on regarde si ça marche. On mesure le score, etc., etc., etc. Jusqu'au nombre souhaité. On peut le faire dans l'autre sens. On peut faire une backward SFS. Donc, c'est-à-dire qu'on parle de toutes les features. Ensuite, on enlève la première feature, on regarde le score. On enlève la seconde, on regarde le score, etc., etc. Et ensuite, du coup, on va éliminer la feature qui a fait le moins diminuer la performance du modèle. Donc, un des avantages de cette méthode, c'est qu'elle ne nécessite pas que le modèle expose coef au feature importance. Mais par contre, c'est extrêmement long, puisque en fait, en backward, on va entraîner autant de modèles, enfin pour chaque itération, on va entraîner autant de modèles qu'il y a de features. Si en plus on fait de la cross-validation, ça va être exponentiel. Là où sur la RFE, pardon, on faisait qu'un seul entraînement, et ensuite on se basait sur les feature importance des attributs, enfin des features qui nous étaient donnés intrinsèquement par le modèle. Donc c'était beaucoup plus efficace en termes de temps. Donc, la SFS dans scikit-learn, elle s'écrit comme ça. Donc on lui donne le modèle, le nombre de features, et toujours un point fit. Et après on peut récupérer, comme tout à l'heure, le support et appliquer la transformation. Alors, une méthode qu'on avait vue dans la première partie, c'était aussi, on pouvait utiliser l'objet variance threshold. Donc ça, on l'avait utilisé notamment pour nettoyer les données, c'est-à-dire enlever les colonnes qui n'apportaient aucune information, qui n'avaient pas de variance, donc, notamment qui avaient très peu de colonnes différentes, de valeurs dans une colonne différente, pardon. Et en fait, on peut très bien l'utiliser également pour faire de la sélection de features, pour lui dire, en fait, on veut garder les colonnes qui ont un minimum de variance, c'est-à-dire qui ont un minimum de colonnes différentes. Et donc, on peut jouer avec le seuil, justement, pour lui dire le seuil minimum à avoir pour ne pas être éliminé. Un autre outil statistique, c'est la corrélation du rang Kendall. Donc, en fait, ça va mesurer l'association ordinale entre deux valeurs catégorielles. Donc là, il faut que les deux soient catégorielles, il me semble. Et donc voilà, donc ça va comparer la similarité dans les ordres, etc. C'est implémenté dans scikit-learn, et j'avoue que je ne l'ai pas mis, j'ai oublié. Alors quelques questions qui peuvent arriver, c'est comment on fait pour trier les différentes colonnes en fonction de leur score et sélectionner les 4 tops. Bon, ça c'est quelque chose qu'on a vu de manière récurrente. Select K-best. Select K-best, l'outil qui va nous permettre de trier les différentes features, et K, l'argument qui va nous dire combien de features on veut garder. Et ensuite, un fit et un transform, on peut faire. On peut le faire donc avec une donnée, une valeur absolue, mais on peut aussi le faire avec les percentiles. Donc là, on fait select percentile et le nombre de percentiles qu'on veut garder.
Là, on veut garder les 10% de features les plus pertinentes. Comment utiliser donc les statistiques pour des données qui sont typiquement catégorielles? Bah, il faut simplement les transformer. Ou inversement, si on a des valeurs numériques et on veut utiliser des outils statistiques plus destinés aux valeurs catégorielles, il va falloir les discrétiser. Comment on sait quelle est la meilleure méthode pour la sélection de features? Comme beaucoup de choses en machine learning, on ne sait pas. C'est pas possible. De la même manière qu'il n'existe pas de machine learning, d'algorithme universel, il faut tester. Il faut avoir cette intuition de l'expert du métier, mais sinon, sans ça, il faut simplement tester les différentes méthodes pour voir s'il y en a une qui est beaucoup plus performante que les autres. Voilà pour cette partie de sélection de features, donc qui conclut cette troisième partie. Donc, qu'est-ce qu'on a abordé? On a vu que les performances des modèles pouvaient se dégrader si on avait des variables qui n'étaient pas pertinentes. Première étape, on encode du coup nos variables catégorielles, d'une part. Et ensuite, on a différentes approches. Première approche, l'approche statistique, avec la corrélation classique, corrélation de Pearson, ça c'est quand tout est numérique. Le ANOVA F-test, ça c'est quand la target ou les features ou inversement sont numériques et l'autre catégorielle. Le Ki2 quand tout est catégoriel et l'information mutuelle, c'est open bar, c'est n'importe quand. On a des outils basés sur les feature importance, donc ça c'est des approches intrinsèques. Donc ça va être pour les modèles linéaires les coefficients, des poids. Pour les modèles à base d'arbres, ça va être la feature importance. Et ensuite, on a une approche générique qui va calculer en fait un score d'importation, un score d'importance, pardon, pas d'importation, ça n'a rien à voir. On a vu ensuite la recursive feature elimination, donc qui va se baser sur la feature importance, puisqu'on va entraîner un modèle avec toutes les features et on va éliminer de manière récursive les features les moins importantes. Et enfin, la dernière approche qu'on a vue, c'est la sequential feature selection, où là, de manière brutale, on va tester toutes les combinaisons avec toutes les features pour conserver uniquement la meilleure combinaison. Et bien évidemment, vous en doutez, ça va être extrêmement long. Donc la conclusion de ce live numéro 2, donc je reprends un petit peu ce qu'on avait dit, la préparation des données en machine learning est extrêmement spécifique, faites attention, utilisez bien les pipelines dans scikit-learn pour éviter toute fuite de données. On avait vu précédemment le nettoyage des données, on s'est concentré aujourd'hui sur la sélection de features, et il va nous rester 3 grandes familles de techniques pour préparer les données. On verra ça les prochaines fois. Data cleaning, on a vu qu'il y avait la gestion basique, la gestion des données aberrantes, la gestion des données manquantes, et la sélection de features. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, on va avoir des approches statistiques, on va avoir des approches sur la feature importance, pardon. Ensuite, on va avoir la recursive feature elimination et la SFS. Et donc là, si déjà vous faites ça par rapport dans votre projet, vous avez déjà en entrée des choses de bien meilleure qualité et une connaissance beaucoup plus fine de votre problème. Et ça conclut cette deuxième partie. On abordera du coup la prochaine fois toutes les transformations qu'on peut faire par rapport aux données et notamment comment leur donner une distribution, j'allais dire meilleure, ouais, une distribution plus adaptée en tout cas pour que les modèles soient plus performants. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas d'allumer votre chauffage mais pas trop. Et sur ce, à bientôt. À plus.